De la limitation des salaires des patrons. Celle a été votée en Suisse. Faut-il s'en inspirer? Regardez. Limiter les salaires exorbitants des grands patrons, c'est le signal fort envoyé hier par les Suisses. Ils ont voté en faveur d'un droit de veto donné aux actionnaires sur les salaires abusifs des dirigeants des entreprises cotées. Excellente expérience démocratique que les Suisses souvent nous montrent la voie. Et personnellement, je pense qu'il faut s'en inspirer. En France, la rémunération des patrons des entreprises publiques est plafonnée à 450 000 € brut annuels depuis juillet dernier. En revanche, pas de limitation dans les entreprises du CAC 40. Les revenus des dirigeants se décident au conseil d'administration. Quand nous-mêmes, la France y réfléchit et c'est la Suisse qui le fait finalement. Eh bien, quant au Parlement européen, et la France y a participé aussi au sein du Conseil des ministres des Finances au plan européen, nous adoptons une limitation des bonus des traders. Cela va dans la même direction. Moi, je suis pour une éthique. Je suis pour que, effectivement, les grands patrons n'exagèrent pas, n'aient pas des parachutes d'or excessifs, n'aient pas des salaires excessifs, mais attention à ne pas décourager et à ne pas faire fuir ceux qui pourraient créer en France. Alors, je vous présente tout de suite nos nouvelles invitées. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de l'IFRAP, l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques. Vous venez de publier un livre intitulé 60 milliards d'économies. Pour vous, plus la France s'enfonce, je vous cite bien entendu, plus la France s'enfonce, plus nous renforçons le modèle de l'État dépensier qui nous ruine et plus nous avons peur de le réformer. Marie-Noëlle Lienemann, vous avez été ministre du Logement dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy, puis dans celui de Lionel Jospin. Vous êtes aujourd'hui sénatrice socialiste de Paris. Alors, on vient de le voir, les Suisses ont voté, une votation populaire. À près de 67% d'entre eux ont voulu qu'on limite les salaires des patrons. L'idée fait son chemin en France. Selon un sondage paru hier, 83% des Français seraient favorables à un salaire maximum des patrons. C'est votre cas également? Oui, ça fait longtemps que je mène ce combat. J'ai signé de nombreuses pétitions. J'ai essayé que dans le programme de la gauche, nous le retenions. Alors, un pas a été franchi, puisque vous savez qu'en France, dans les entreprises publiques, les patrons sont plafonnés à 450 000 €. Oui, c'est fait depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Mais on voit bien que pour l'ensemble du patronat, les derniers chiffres, notamment pour les patrons du CAC 40, montrent une augmentation, non seulement que leurs salaires sont élevés, mais qu'ils augmentent de 30%, 15%, enfin un écart considérable avec l'évolution des autres salaires. Et quand on parle de salaire, s'agissant des grands patrons, il n'y a pas que les salaires, il y a toute une série de jeux subtils, comme sont par exemple les obligations qui sont, ou les actions, disons, qui sont données au patronat, au patron. Et ces actions, il y a tout un débat d'ailleurs dans le code du MEDEF qui est posé, de savoir si ils peuvent les vendre n'importe quand ou s'ils doivent les garder assez longtemps pour jouer le jeu, non pas d'une spéculation sur l'action de l'entreprise, mais sur un placement durable qui favorise l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les stock options. Alors, il y a les stock options et les obligations. Mais donc, le tout augmente considérablement. Je pense que c'est malsain pour l'économie. C'est totalement antinomique avec les valeurs républicaines que nous prônons en France. Et par ailleurs, je crois que ça discrédite la valeur travail. Parce qu'on peut comprendre tout ce qui est en fonction des responsabilités des uns ou des autres, une certaine hiérarchie des salaires. Mais quand c'est à ce point astronomique, ça veut dire que celui qui est en bas, qui travaille, qui fait la richesse de l'entreprise, souvent de manière assez significative, finalement ne vaut pas grand-chose. Et après, on nous fait des grands cirques sur la valeur travail est en crise. Mais Marie-Noëlle Lienemann, s'il s'agit de réduire les inégalités salariales et de revenus. Pourquoi seulement les patrons? Pourquoi pas tous les hauts salaires à ce moment-là? Et pourquoi seulement les salaires? Pourquoi pas tous les hauts revenus? Il y a un débat sur l'ensemble de la grille salariale. Mais, et vous avez raison, il y a un écart de salaire, même par exemple, si les salaires ont peu augmenté dans les quelques années qui viennent de se passer. Par exemple, ceux qui sont en bas de l'échelle ont eu leur salaire en moyenne augmenté de 1,5%, alors que les cadres, 2 à 3%. Donc il n'y a pas que la question des patrons, vous avez raison, il y a les inégalités salariales, mais celles des patrons sont celles qui ont le plus explosé avec quelques métiers comme les traders. Et puis il y a les revenus.
Ce qui en France et là pose la question de la fiscalité. Ce qui en France est important parce que les inégalités de revenus en France sont encore plus importantes que les inégalités salariales. On est un pays qui a depuis une trentaine d'années accumulé une rente foncière, immobilière, une rente patrimoniale qui fait que les inégalités de revenus sont encore plus fortes que les inégalités de salaire. Donc il faut s'attaquer à tous ces fronts. Et je pense que, en particulier sur la grille salariale, au-delà du plafonnement d'un salaire maximum, des négociations sociales sur l'échelle des salaires dans les entreprises devraient être une des grandes priorités. Agnès Verdier-Molinier. Je crois qu'il faut revenir à la question de la votation suisse. Qu'ont voté les Suisses finalement? Ils ont voté de limiter les rémunérations, les surrémunérations, les retraites chapeaux, les parachutes dorés. Ils n'ont pas du tout plafonné les rémunérations des dirigeants des entreprises suisses cotées, comme on a voulu le laisser penser en France. Et comme d'ailleurs la déclaration de Jean-Marc Ayrault a finalement entraîné un petit peu la confusion entre la votation suisse et les fameux 450 000 € maximum des dirigeants des entreprises publiques françaises. Donc ils n'ont pas plafonné les rémunérations, les salaires. Ils ont supprimé les parachutes dorés et les retraites chapeaux. C'est tout à fait différent. Donc, déjà, c'est juste une question, c'est simplement à un spécialiste. Dans la votation suisse, il y a une condition à la fin qui dit qu'on donnera le pouvoir aux actionnaires. Oui. Alors, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ils vont donner le pouvoir aux fonds de pension. Et s'il y a quelque chose qui force justement ces grandes entreprises capitalistes à augmenter toujours, jusqu'à faire une bulle. L'exemple de Sanofi qui a viré un PDG pour en mettre un autre spécialiste de l'augmentation des valeurs des actions. Alors ça devient terrible. C'est le vrai modèle capitaliste. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous dans la mesure où aujourd'hui, ce qu'on reproche notamment aux parachutes dorés et retraites chapeaux, et nous, la Fondation IFRAP, on a été un des premiers laboratoires d'idées, groupe de réflexion indépendant, à sortir une étude en 2009 sur ce sujet. On avait demandé justement plus de transparence. On s'était rendu compte que la plupart des entreprises du CAC 40 ne donnent pas assez d'informations à leurs actionnaires, que les conseils d'administration sont très consanguins entre les différentes entreprises en question, même si ça s'améliore visiblement. Sachant que ce sont les conseils d'administration qui fixent les rémunérations des patrons. Avec des comités de rémunération qui sont consultés, mais qui sont souvent aussi constitués des mêmes personnes. Donc c'est un peu trop fermé comme cercle. D'autant plus que ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier de ces retraites chapeaux et de ces parachutes dorés, qui en même temps peuvent avoir un statut de la fonction publique qui est toujours actif, et qu'en réalité, le parachute doré, pourquoi il est donné à un mandataire social, en fait, c'est parce qu'il ne bénéficie pas du Code du travail, il ne bénéficie pas d'indemnité de licenciement et de droit au chômage. Donc ça, c'est une première chose. Donc, le parachute doré, nous, on est pour le limiter à 1 an maximum. Le code AFEP-MEDEF que vous avez évoqué, madame, dit 2 ans. Donc 1 an, ça nous paraît raisonnable parce que ce sont des gens qui ne touchent pas le chômage et on leur demande de choisir entre un contrat de travail et leur rôle de mandataire social. Et par ailleurs, sur la question des retraites chapeaux, ce sont des retraites qui sont, en fait, pour permettre aux dirigeants d'avoir non pas une chute totale de revenus très très importante quand ils arrivent à la retraite. Là, il y a une question, c'est à combien maximum accorder ces retraites chapeaux. Aujourd'hui, il y a un rapport parlementaire là-dessus. Il y a pas mal de réflexions. Peut-être qu'un tiers de la dernière rémunération ou de la moyenne des 5 ou 10 ans passés dans l'entreprise pourrait être raisonnable. Mais je voudrais bien qu'on ait la même... Je vous arrête pour pas qu'on entre dans des détails techniques. La question qui est posée, vous voyez bien quelle question est posée, c'est qu'il existe un salaire minimum légal et qu'on commence à se demander s'il ne devrait pas y avoir un salaire maximum légal pour que les écarts entre l'un et l'autre ne soient pas trop grands et qu'au fond, la question qui est posée à la clé, parce qu'on ne peut pas seulement limiter les salaires, il faudra aussi limiter les revenus. Donc, est-ce qu'il doit y avoir un revenu maximum légal? Je vous pose la question à tous, parce qu'il n'y a pas que vous deux qui avez une idée là-dessus. Pascal Bruckner, peut-être? Oui, moi je ne serais pas opposé. Je crois que c'est un économiste américain qui s'appelait Samuelson dans les années 50-60, estimait que l'écart maximal dans une entreprise devait aller de 1 à 20. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de 1 à 450. Il autorise 450 et la plupart des grandes entreprises en sont largement au-dessus de ces 450 et parfois du 500 ou 1000. Voilà, et donc alors ça pose plusieurs problèmes. D'abord, ça pose le problème de la communauté humaine. C'est-à-dire que si dans une société, certains gagnent le SMIC et d'autres des 1 à 1,5 million ou 2 millions par an,
qu'est-ce qui reste de la société? Quels sont les rapports entre ces deux catégories de la population? Et finalement, la finance a recréé une féodalité à l'intérieur même d'un système capitaliste qui est en principe un système concurrentiel et donc d'élection des meilleurs et d'élimination des moins bons. Et alors, c'est vrai que la réaction à la votation suisse, ce que j'ai entendu à la radio de la part de Jean du MEDEF, m'a étonné parce qu'ils se battent pour maintenir leur rémunération et ils se battent non pas pour des questions de décence vis-à-vis des salaires plus bas, mais parce que eux, leur véritable objectif, c'est d'être capable de tenir leur rang vis-à-vis des patrons américains, saoudiens, chinois. Et si tout d'un coup on leur réduit leur salaire, ils vont avoir l'air de petits bras. Et donc sur ce plan-là, il faudrait savoir qu'est-ce qui motive un grand dirigeant d'entreprise, et je n'ai rien contre les grands, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Est-ce que c'est simplement la rémunération, ou alors est-ce que c'est le prestige, est-ce que c'est l'enthousiasme de mener une équipe et de gagner sur un marché précis? Et je pense qu'il faudrait parler de rémunération symbolique aussi. Oui, Gottfriedi. Mais ce que je trouve intéressant dans le cas de la votation suisse, c'est que la question que vous posez est une question qui est récurrente dans la plupart des pays européens depuis 20 ou 25 ans. Ce qui est intéressant, je trouve, en Suisse, c'est que ils sont beaucoup plus avares de grandes déclarations, et de grandes remises en cause systémiques, etc. Là, ils ont fait une proposition finalement assez limitée dans son ampleur. Ça concerne, je crois, une centaine de sociétés cotées en bourse. Donc c'est en fait très limité. Il y a eu une votation, donc un référendum d'initiative populaire en l'occurrence, ils ne le sont pas tous en Suisse, qui a recueilli une majorité dans les 26 cantons. Donc il y a une réforme. Alors il y a une réforme dont on peut discuter du bien fondé, elle n'a pas encore voté la réforme. De la durabilité. Non, enfin ils sont obligés maintenant. Oui, mais alors ça va être tout un jeu. Oui, mais c'est pas notre sujet. Et ce qui est intéressant aussi avec le système suisse, c'est qu'il y a une sanction pénale qui sera prévue, et quand les Suisses votent une loi, ils votent des sanctions et les sanctions sont appliquées. Donc on a une réforme ici, c'est une méthode tout à fait différente de la nôtre, on a une réforme assez limitée dans son ampleur, mais qui sera appliquée, et que je trouve effectivement assez intéressante. La difficulté qu'on a ici, c'est qu'encore une fois, on mélange plusieurs questions, parce qu'on va se heurter tôt ou tard au droit de propriété des actionnaires. On ne peut pas heurter frontalement le droit de propriété, des actionnaires sans changer radicalement le droit des sociétés, voire le droit civil. Mais pourquoi se heurterait-on au droit des Parce que si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous avez le droit d'être rémunéré à concurrence du nombre d'actions que vous avez dans cette entreprise. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout question, pardon, juste pour qu'on comprenne bien, pour l'instant, il n'est pas du tout question de limiter ça. Pour l'instant, on ne parle que de limiter les salaires, et c'est justement bien la question qu'on peut poser. Mais il y avait les deux questions, donc c'était la rémunération. Oui, tout à fait. Mais juste pour qu'on comprenne bien, effectivement, pour l'instant, tout le monde parle de limiter le salaire des patrons, mais personne ne parle de limiter les revenus des actionnaires. Donc ça voudrait dire que Madame Bettencourt pourrait continuer d'augmenter ses revenus, y compris ses héritiers, mais que le prochain patron de L'Oréal, lui, qui va faire tourner l'entreprise, lui en revanche, on limiterait ses revenus, ses salaires. Ils garantissent le droit de propriété puisqu'ils empêchent les actionnaires de se lier les mains pour l'avenir. Ce qui a déclenché, ce qui a mis le feu aux poudres là-bas, c'était un parachute de 50 millions de francs suisses. C'est ça qui a heurté les gens. C'est conforme au droit de propriété. Ce qui vous échappe, c'est que les PDG passent leur temps à aller parler, user la brosse à reluire auprès des grands fonds de pension. Des actionnaires. Les fonds de pension qui sont les actionnaires réels. Et ces gens-là sont constamment entretenus. On leur explique que la société va faire ci, qu'ils ont tel produit sous cachet, par exemple chez Sanofi, qui vont permettre dans les tiroirs, qui vont leur permettre de s'enrichir. C'est leur préoccupation. Et ils sont payés très cher et on leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils rapportent aux fonds de pension. Les vrais maîtres, c'est les fonds de pension. C'est pas aberrant d'imaginer que les actionnaires vont avoir leur mot à dire sur les rémunérations, sur des rémunérations qui seront expliquées de façon... Non mais ça, on connaît l'argument. Mais quand c'est un fonds de pension, c'est pas un actionnaire. Et on sait que c'est pas avec cette votation suisse qu'on va limiter les rémunérations de base. On sait très bien que les rémunérations de base, elles vont peut-être augmenter justement avec cette votation. Mais pas dans les mêmes proportions. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que comme on va supprimer les retraites chapeaux et les parachutes dorés, eh bien, ce sera intégré aux rémunérations de base. Pas intégralement. Ils vont pas intégrer 50 millions de francs suisses. Peut-être pas encore une fois, rentrons pas trop dans les détails de la votation suisse. Ne rentrons pas trop dans les sujet. Suisses, parce que ce sujet s'est déjà posé avec Obama. Je m'excuse, mais Obama avait mis dans son programme qu'il y aurait un plafonnement des rémunérations. Et les Allemands, normalement, devraient le faire incessamment sous peu. Alors Obama, premier mandat de Obama, ils ont essayé de le faire au Sénat américain et au vote américain, et ils n'ont réussi à voter qu'une chose, c'est obliger que ce soit les actionnaires qui, en Assemblée générale, délibèrent sur les salaires des patrons. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'où le résultat. Eh ben, ça a continué comme avant. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a rebelote la discussion de comment on pourrait encadrer cela. Et ça n'est pas une raison juridique qui a interdit la possibilité de plafonner le salaire, parce que le droit du travail limite bien le droit de propriété partagés. Ce qui, par contre, a limité, c'était le rapport de force politique de la période. Je pense que chez les Suisses, au-delà de la question technique de leur votation, c'est le message du peuple qui, sur un sujet limité, bien sûr, commence à donner un grand message, qui est de dire ça ne peut plus durer. Alors trouver un équilibre nouveau. Les Suisses ne demandent pas, ils demandent un équilibre nouveau. Votre vision nie la question de la performance et du mérite. Et quand on dit tous les dirigeants au même niveau, sans évaluation, parce que finalement c'est ça que fait l'État actionnaire. On peut baisser le salaire d'un patron quand il est défaillant. L'État actionnaire peut aussi évaluer la performance de son dirigeant. Il ne le fait pas. Finalement, s'il est plafonné, c'est pas du tout Maboula Somaro et Thierry Lévy qu'on n'a pas encore entendu. Pas du tout d'ordre technique parce que je suis pas du tout spécialiste en économie. Mais on parle de principe. Oui, voilà, mais dans les principes, oui. Mais là, vous venez d'évoquer la notion de mérite et j'avais envie de vous demander qu'est-ce que la notion de mérite a à voir dans toutes ces considérations où là, on est en train de débattre de façon assez indécente dans ces temps de crise financière qui affectent d'abord et toujours plus les populations les plus défavorisées. Là, on est en train encore une fois de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut gérer, est-ce qu'il faut limiter les gains acquis par les plus riches et les plus puissants. Mais alors que la majorité se rapproche plus du SMIC que des sommes faramineuses. Je voulais juste ma question, c'était quel est le mérite, parce que c'est vraiment ça dans l'idéologie libérale. Il y a quand même cette notion de mérite et c'est cette notion de mérite qui expliquerait le fonctionnement social, également social, politique et économique du monde. C'est-à-dire que les riches sont méritants. Et les pauvres sont déméritants. Non mais attendez, personne n'a jamais dit ça d'abord. Vous venez de parler du mérite. Ensuite, le mérite de quelqu'un qui dirige une entreprise, qui prend des risques, qui devient mandataire social, donc qui quitte justement le volet protecteur du Code du travail et qui va diriger une entreprise et peut-être créer des emplois et la développer en France, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. D'accord. Donc non, c'est tout ce que je voulais entendre. Il y a des méritants. Il y a les patrons, les puissants sont méritants. Et ceux qui méritent le SMIC méritent la pauvreté. Au niveau symbolique, juste pour finir donner du travail aux autres, c'est méritant aussi. Ne parlez pas tous en même temps, laissez-la terminer. Je suis tout à fait pour. Évidemment, je ne pourrais être que pour la limitation des salaires, évidemment. Mais ce qu'il faudrait, c'est repenser structurellement une refonte de tous ces systèmes qui font que les grands principes, mais qui font que des inégalités pareilles puissent exister dans des sociétés. Et comme cela a été dit tout à l'heure, de toute façon, plus l'écart sera grand entre les riches et les pauvres, et plus la paix sociale sera menacée. Là, il y a une part de vérité. C'est déjà ce que je vous venez avec. Là, il y a une part de vérité. Vous avez raison. Voilà, donc je veux dire, il y a le problème, c'est de quelle société on veut. Si on veut effectivement une société hyper inégalitaire, et pour revenir sur la notion de mérite, il y a beaucoup à ce moment-là, il y a énormément de personnes qui peuvent créer beaucoup d'améliorations dans la vie des gens, etc., qui n'ont absolument pas les mêmes revenus. Ça n'a rien à voir. Donc là, on est dans un système où on donne une valeur à des personnes. Je vais vous donner quelques exemples du mérite des chefs d'entreprise. Parce que ce qu'ils mesurent, le mérite, si c'est l'actionnaire, c'est la valeur actionnariale. Et ce n'est pas forcément la pérennité de l'entreprise. Vous savez qu'une des plus grandes entreprises d'exportatrices françaises s'appelle Accom. C'est une coopérative. Nous exportons dans le monde entier, nous sommes les premiers dans la filerie.
Nous, parce que c'est vous qui êtes La France, vous êtes mandataire social. Oui, non, mais non, justement, il se trouve que moi, je suis militante du monde coopératif. Donc, dans ce monde coopératif, où nous avons une des premières entreprises pour notre pays, quand je dis nous, c'est nous collectivement la France. Nous avons la chance d'avoir cette entreprise, qui a d'ailleurs des salariés dans le monde entier. C'est un patron de coopérative. Il n'a pas ce que vous considérez comme être légitime pour des mérites des patrons du CAC 40. Donc le mérite Attendez, d'une entreprise... ne me dites pas que tous les dirigeants de coopératives sont payés... Mais ils n'ont pas 450 fois leur salaire supérieur. Oui, mais n'exagérez pas non plus. Je n'ai pas dit ils ont aussi des bonnes rémunérations. Ils ont de bonnes rémunérations, ils ont aussi mais des ils sont bonus, pas 450 000. Donc, non, parce qu'au bonus, il n'y a pas d'action dans les coopératives. Parmi Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'action dans les coopératives. Les coopératives, c'est pas le monde tout rose. Non, mais c'était un exemple. C'était un exemple. Thierry Lévy, ce qu'on appelle une performance d'un patron. Thierry Lévy. C'est une coopérative qui vend du cheval pour du... Thierry Lévy. Le cheval, par exemple. Mais il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Thierry Lévy, pardon. Ce qui me frappe dans ce que j'entends, c'est que une fois de plus, on attache beaucoup plus d'importance au symbole qu'à la réalité. Et on trouverait cette mesure excellente à la veille d'une élection et stupide au lendemain de l'élection. Ce qu'on a vu avec la taxation à 75% qui a été abandonnée aussitôt après avoir été votée. Mais oui, non mais moralement, cet écart apparaît scandaleux à tout le monde. Économiquement, il n'a aucune importance. Juridiquement, la limitation des salaires est très difficile à imposer. Madame Lienemann parlait de la limitation des salaires des patrons du service public, des entreprises nationales, à 450 000 euros. 450 000 euros, c'est une somme énorme. Pour la plupart des gens, énorme. Bien sûr. Et on ne peut pas dire que ce soit l'exemple de la vertu. 450 000 euros comme limitation, comme plafond. Mais tout ça n'a aucune espèce d'importance du point de vue économique. C'est pas parce que vous allez limiter des salaires des patrons que vous allez changer l'économie d'un pays. Vous voulez dire que c'est pour faire joli, quoi. Mais oui, bien sûr. Mais ça n'est rien. Ça n'est rien. Ça n'est jamais rien quand on s'attache aux riches et c'est toujours beaucoup quand on demande. Vous voulez dire que ça ne rapporte rien. Ça ne rapportera rien à ceux qui ont moins. C'est juste pour. Bien sûr. Non mais ça n'est jamais grave que les riches soient riches. Regardez. Et par contre, c'est toujours impossible que les pauvres le soient un peu moins. Je suis de votre avis. Massivement dans l'économie, ça n'est pas important. Simplement, capital travail, inégalité des salaires, ça aboutit à ce que les bas salaires sont de plus en plus bas et que les pauvres sont de plus en plus hauts. Ce que Thierry Lévy a l'air de dire, Marina Lienemann, ce que Thierry Lévy a l'air de dire, c'est que si on baisse les salaires des patrons, les bas salaires ne monteront pas pour autant. Moi, je suis pour aussi augmenter les bas salaires. Je ne vois pas. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Simplement, la chasse aux entrepreneurs, on ne crée pas d'emploi. Oui, c'est ça, la chasse aux entrepreneurs. J'adore ceux qui entreprennent pour créer de l'emploi et de la richesse. Justement, le mérite et la performance, mais la performance, ça n'est pas valoriser l'action, madame. C'est créer de l'emploi, c'est créer de la richesse, c'est investir dans l'avenir. C'est pas faire comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on propose des personnalités indépendantes dans le comité de rémunération, par exemple. Je suis d'accord là-dessus. GDF Suez, cette année, distribue tout son profit en dividendes. Pas un centime dans l'investissement et qui rien pour l'augmentation des salariés. Tout en dividendes. Voilà. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique, je suis de votre avis, j'ai bien dit qu'il y a un problème d'inégalité salariale globale entre le haut et le bas de l'échelle. J'ai dit qu'il y avait un problème d'inégalité de revenus et je vais même vous dire, je pense que l'inégalité des revenus patrimoniaux en France est plus sclérosant pour notre économie que même les inégalités salariales, pourtant de plus en plus inacceptables. Parce que nous sommes revenus à des inégalités de richesse comparées à ce qu'il y avait dans les années 30. Et l'histoire se répète. Quand la rente et le patrimoine s'accumulent et se transmet au détriment de celui qui travaille et que la pauvreté s'accroît, ça finit mal. Donc de ce point de vue, les salaires, c'est un indicateur, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, parce que si les travailleurs sont pauvres, c'est des fois bien plus important. Je vous interromps. Un dernier mot, Drieux Godfredi. Quand on dissuade d'entreprendre dans un pays. Mais c'est pas seulement. Un dernier mot, Drieux. Il y a un sujet qui est assez intéressant du point de vue de la méthode dont on parlait tout à l'heure, c'est la réforme des banques. Ici, il y a eu un candidat, je crois,
l'élection présidentielle qui, me semble-t-il, l'a emporté, qui faisait de la finance son ennemi, qui a voté une réforme qui, en réalité, ne réforme rien du tout. Il y a d'autres pays comme l'Allemagne où on tient un discours beaucoup plus modéré et on a voté une réforme qui, elle, est radicale ou est considérée comme telle. Donc je pense qu'il faut vraiment se garder de ces emportements lyriques sur l'égalité, même s'il y a un fond de vérité dans le discours. C'est pas vrai pour les banques en Allemagne. Hein. En Allemagne, il y a eu... Dernier mot. Si on manque d'idées et qu'on s'attarde sur des réformes alors qu'il faut vraiment des révolutions, de toute façon, si on n'arrive pas à trouver ces solutions, je pense qu'à un moment, la situation deviendra tellement explosive que les solutions vont apparaître assez violemment devant nous. C'est l'histoire de l'humanité. Oui, mais vous savez, Pascal Bruckner, juste derrière moi. toujours bien. Je pense que en soi, elles ne sont pas bien. Je pense que la votation suisse, c'était un séisme à bas bruit qui va gagner toute l'Europe. Pourquoi nous supportons mal ces rémunérations très élevées? Thierry Lévy a raison. Économiquement, ça ne changera peut-être rien. Parce que les classes moyennes et pauvres n'ont plus la possibilité aujourd'hui de s'enrichir. C'est-à-dire que nos enfants ne vivront pas mieux que nous et sans doute beaucoup moins bien. Et si les classes moyennes disparaissent, c'est la base même de la démocratie qui est sapée. Et à mon avis, cette votation suisse, elle va faire école partout. Vous ouvrez d'ailleurs sur notre prochain débat, puisque la France qui, historiquement,